Quand le milliardaire toucha le front brûlant du bébé de son employé, une vision le terrassa. Il revit ce même enfant mourir dans ses bras, il y a 2 siècles. Et cette fois, il savait exactement ce qu'il devait faire. Il était 3h17 du matin quand les coups désespérés à la porte principale du manoir de Valois résonnèrent dans le long couloir de marbre. Antoine de Valois se réveilla en sursaut, irrité. Qui osait troubler son sommeil à une heure pareille, lui qui vivait seul dans cette forteresse de verre et d'acier justement pour éviter le monde, pour fuir les souvenirs, pour échapper à la douleur qui le hantait depuis 3 ans. D'autres coups, plus forts, cette fois accompagnés de pleurs, pas des pleurs d'adultes, car des pleurs de bébé, aigus, désespérés et étrangement familiers. Antoine dévala l'escalier, son peignoir de soie noire à peine noué, ses cheveux gris sur les tempes, impeccablement coiffés le jour, maintenant en bataille. À 38 ans, il avait bâti un empire dans les biotechnologies médicales. Ironique. La technologie qui sauve des vies, mais qui n'avait pas sauvé celle qui comptait le plus. Quand il ouvrit la porte, la pluie s'abattait en rafales. Et là, trempée jusqu'aux os, se tenait Sophie Dubois, son employée de maison, celle qui nettoyait le manoir 3 fois par semaine et avec qui il échangeait tout au plus un bonjour et un au revoir. Mais aujourd'hui, elle n'était pas seule. Dans ses bras, enveloppé dans une couverture détrempée qui ne protégeait plus rien, un bébé de 9 mois pleurait avec une intensité qui lui serra le cœur. Sophie, c'est seulement à cet instant que le milliardaire le remarqua, avait d'immenses yeux marron-vert. Des yeux qui, à cet instant précis, débordèrent de larmes se mêlant à la pluie. « S'il vous plaît, monsieur de Valois, » dit-elle, la voix brisée. « L'hôpital Saint-Luc est complet. Ils m'ont dit de revenir demain. Mais mon fils, il brûle de fièvre. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus personne. S'il vous plaît. » Antoine fixa la jeune femme. L'uniforme d'employé de maison encore porté sous un manteau fin qui ne servait à rien contre cette tempête. Des baskets usées. Des cheveux noirs mouillés collés à son visage. 29 ans tout au plus. Et dans ses bras, ce bébé qui pleurait. Qui pleurait. Il allait dire non. Allait lui suggérer d'appeler une ambulance. Allait refermer la porte. Allait retourner à sa solitude choisie. Mais alors le bébé toussa. Et dans ce son, dans ce motif spécifique de tout suivi d'un gémissement aigu, quelque chose se brisa en Antoine. « Entrez », entendit-il sa propre voix dire. Sophie faillit trébucher en entrant, tant l'urgence était grande. Antoine referma la porte. Le silence du manoir fut remplacé par les pleurs continus de l'enfant. « Comment s'appelle-t-il » demanda Antoine, sans même savoir pourquoi il posait la question. « Lucas » répondit Sophie, berçant le bébé dans ses bras sans succès. « Lucas Dubois. » Antoine se figea. « Lucas. » Ce nom résonna en lui comme une cloche ancienne. « Lucas. » Pourquoi ce nom lui faisait-il battre le cœur à tout rompre? Pourquoi avait-il l'impression d'avoir prononcé ce nom des milliers de fois? Dans une autre vie. Allons dans le salon, dit Antoine, guidant Sophie vers la pièce éclairée par des lumières indirectes. Le contraste était brutal. Elle, pauvre, trempée, désespérée. Lui, milliardaire, en peignoir de soie, dans son palais de verre. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?» demanda Antoine, s'approchant. « Depuis hier soir. La fièvre ne baisse pas. Je lui ai déjà donné des médicaments. Je lui ai donné des bains tièdes. Rien ne fonctionne. Il ne fait qu'empirer. Puis-je » Antoine tendit les mains. « Puis-je le prendre ?» Sophie hésita une fraction de seconde avant de confier le bien le plus précieux qu'elle possédait à un homme qui, pour elle, n'était que le patron froid qui croisait à peine son regard. Antoine prit le bébé, et au moment où ses doigts touchèrent la peau brûlante du front de Lucas, le monde explosa. Avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer? Qu'une voix, un toucher, un regard, réveillant des souvenirs que vous n'avez jamais vécus dans cette vie. La vision fut rapide, moins de 3 secondes, mais intense comme l'éclair. Il vit une petite pièce, des murs de pierre, des bougies vacillantes, une femme en robe victorienne bleue brodée, des bijoux au cou, pleurant. Et dans ses bras de médecin portant une blouse marron usée, un bébé, le même bébé, mourant. Antoine chancela, faillit faire tomber Lucas.
Sophie cria et reprit son fils dans ses bras. « Monsieur de Valois, vous allez bien ?» Antoine s'agrippa au canapé. Son cœur battait si fort qu'il pouvait entendre le sang dans ses oreilles. Une sueur froide coulait sur son front. Il regarda Sophie, ses yeux marron-vert, et il sut. Au plus profond de son âme, il sut. « Je connais ces pleurs, » murmura Antoine. « Comment ça ?» Sophie serra Lucas contre elle, confuse et effrayée. Antoine secoua la tête, essayant d'organiser des pensées qui n'avaient aucun sens. « Rien, excusez-moi. Asseyez-vous. Je vais chercher le thermomètre. » Il monta l'escalier presque en courant. Dans la salle de bain, il fixa son propre reflet dans le miroir. Il était pâle, les mains tremblantes. C'était de la folie, des visions, des souvenirs impossibles. Il était un homme de science, de logique, de données concrètes. Mais quand il prit le thermomètre digital dans l'armoire, sa main se dirigea automatiquement vers une autre étagère. Et sans comprendre pourquoi, il prit aussi un stéthoscope. Un stéthoscope qu'il avait reçu en cadeau il y a des années d'un ami médecin. Il ne l'avait jamais utilisé, ne savait même pas comment s'en servir. Où le savait-il? De retour dans le salon, Sophie avait retiré la couverture mouillée de Lucas. Le bébé ne portait qu'une couche et un petit t-shirt blanc. Sa peau était rouge, ses petits yeux gonflés d'avoir tant pleuré, et les pleurs. Ces pleurs qui ne s'arrêtaient pas. Antoine s'agenouilla à côté du canapé où Sophie était assise. Il prit la température, 40 degrés et 3 dixièmes. « C'est très élevé, » murmura Antoine. « Quand a-t-il mangé pour la dernière fois ? » Il n'a rien mangé aujourd'hui. Il ne fait que vomir. Et la couche, sèche. Il n'a pas fait pipi depuis des heures. Antoine prit le stéthoscope et, sans réfléchir, le plaça dans ses oreilles. Approcha le diaphragme de la petite poitrine de Lucas. Écouta. La respiration rapide, le cœur accéléré, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui clochait dans le rythme. Sophie l'observait, pétrifiée. Pourquoi un chef d'entreprise milliardaire du secteur de la technologie saurait-il utiliser un stéthoscope comme un médecin? « Il est déshydraté », dit Antoine, d'une voix technique, précise. Fréquence cardiaque très élevée. Schéma respiratoire suggestif d'une infection systémique. Sophie cligna des yeux. « Vous êtes médecin. » Antoine regarda ses propres mains tenant le stéthoscope. « Non, je ne le suis pas. » Mais ces mots, ces connaissances, d'où venaient-ils? Il toucha de nouveau le front de Lucas, et cette fois, il fit attention, pas seulement à la fièvre, mais aux pleurs, au schéma. 3 sanglots courts, une pause, un gémissement long, une autre pause, et ça recommence. Il connaissait ce schéma, le connaissait comme il connaissait sa propre respiration. « Monsieur de Valois, vous me faites peur, » dit Sophie, serrant Lucas contre sa poitrine. Antoine se leva brusquement. « Il faut l'emmener à l'hôpital, maintenant. Mon chauffeur va nous y conduire. Vous avez dit que l'hôpital public était complet ? » « Oui, on l'a fait attendre, une attente interminable. Venons-en aux choses sérieuses. L'hôpital Saint-Luc. J'ai des contacts là-bas, des relations. Monsieur de Valois, je n'ai pas d'argent pour... »« Je paye, » coupa Antoine. « Trouvez-lui des vêtements secs. Vous avez des affaires propres pour lui. » Sophie hocha la tête, les larmes coulant à flots. « Je n'ai rien apporté. Je suis parti en courant de la maison, précipitamment. » Antoine remonta. Il ouvrit le placard de la chambre qui avait été celle de son fils. Cette chambre qu'il gardait fermée depuis 3 ans. Les vêtements étaient toujours là, tout petits. Des vêtements pour un enfant de 3 ans. Mais au fond, il y avait quelques affaires qui datèrent de l'époque où Gabriel avait 9 mois. Gabriel, son fils, mort dans un accident de voiture il y a 3 ans. Sa femme conduisait. Il pleuvait, comme cette nuit. Ils sont tous les deux morts sur le coup. Antoine prit une couverture propre et sèche. Il redescendit. La tendit à Sophie. « Enveloppez-le là-dedans. » Pendant que Sophie changeait la couverture, Antoine appela son chauffeur. 15 minutes. L'homme habitait à 15 minutes d'ici. Un trajet rapide. 15 minutes qui pouvaient être fatales, qui pouvaient arriver trop tard. Non, pensa Antoine. Pas cette fois. Pas question.
Il regarda Lucas. Ce petit visage rouge de fièvre, ses petits yeux à moitié clos, et une certitude absolue, irrationnelle, impossible, s'empara de lui, le submergeant. « Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne vais pas te perdre à nouveau. Jamais plus. » Sophie le regarda sans comprendre, interloquée. « Qu'avez-vous dit ?»« Rien, mentit Antoine. La voiture arrive, dans quelques instants. » Mais pendant qu'ils attendaient, Antoine ne pouvait pas s'empêcher de regarder, de fixer Lucas et Sophie. Et un nom, une seule syllabe, continuait de marteler son esprit. Lucas, Lucas, Lucas. Il avait déjà tenu ce bébé dans ses bras. Il avait déjà senti cette peau fébrile. Il avait déjà entendu ses pleurs, auparavant. Et la dernière fois, il avait échoué. Il n'avait pas été assez rapide. Le chauffeur arriva. Antoine prit Lucas dans ses bras pendant que Sophie s'installait sur la banquette arrière de la Mercedes. L'enfant pleurait moins fort maintenant, ce qui était pire. Cela signifiait qu'il faiblissait, que ses forces l'abandonnaient. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, avec la pluie battant contre la vitre et les lumières de la ville se floutant au loin, Antoine baissa les yeux, vers le bébé dans ses bras, et Lucas, malgré la fièvre, malgré la souffrance, ouvrit les yeux et regarda Antoine, droit dans les yeux, dans ce regard, pendant une fraction de seconde. Antoine vit de la reconnaissance, comme si le bébé disait « Je te connais », ce qui fit qu'Antoine serra l'enfant plus fort et murmura si bas que même Sophie n'entendit pas « Je te connais aussi », également. Ils arrivèrent à l'hôpital Saint-Luc en 20 minutes. Antoine descendit en portant Lucas. Sophie courut derrière. La réception des urgences était vide à cette heure tardive. « J'ai besoin d'un pédiatre. »« Immédiatement », dit Antoine à la réceptionniste, en utilisant le ton de celui qui est habitué à être obéi, qui n'a pas l'habitude d'attendre. « Monsieur, il faut d'abord remplir une fiche. Les formalités. Je suis Antoine de Valois. Appelez le docteur Lemaire. Il va s'en occuper. Personnellement. » 5 minutes plus tard, le docteur Lemaire, pédiatre en chef de l'hôpital et vieille connaissance d'Antoine grâce aux années de dons qu'il faisait à l'institution, apparut en nouant sa blouse. « Antoine, qu'est-ce qui ?»« C'est urgent, » dit Antoine, en lui tendant Lucas. Fièvre à 43. Déshydraté. N'urine pas. Motif de pleurs. Il s'arrêta. Comment expliquer qu'il connaissait le motif de pleurs d'un bébé qu'il connaissait à peine? Le docteur Lemaire prit Lucas et se dirigea directement vers la salle d'urgence. Sophie suivit. Antoine également. Les 30 minutes suivantes furent un flou artistique. Examen, sérothérapie, médication. Questions auxquelles Sophie répondait d'une voix tremblante pendant qu'Antoine restait debout à côté, inutile, observant, impuissant. Et alors le docteur Lemaire sortit de la salle avec une expression grave, préoccupé. C'est une infection généralisée, une septicémie bactérienne. Cela a probablement commencé comme une infection urinaire simple qui n'a pas été traitée et qui a évolué. Il doit être hospitalisé. Antibiotiques par voie intraveineuse, hydratation. Surveillance continue. Sophie s'effondra en larmes. « Mon fils va mourir? Pas si on le traite maintenant. » Mais c'était de justesse. Encore quelques heures et il n'eut pas besoin de terminer. Antoine sentit ses jambes flancher. Sepse, infection généralisée, en 1820, sans antibiotiques, sans sérothérapie, sans hôpital. C'était une sentence de mort, irrévocable. Et soudain, il le sut, avec une certitude absolue, viscérale. Lucas était mort de ça, dans l'autre vie. Dans la vie qu'Antoine commençait à se rappeler par flash terrifiant. « Faites tout ce qu'il faut, » dit Antoine. « Je paie tous les frais, sans exception. » Le docteur Lemaire acquiesça. Sophie regarda Antoine avec une gratitude si profonde que ça faisait mal, lui perçait le cœur. « Monsieur de Valois, pourquoi faites-vous ça ?» Antoine regarda Lucas, maintenant avec une perfusion dans le petit bras, dormante enfin, la fièvre commençant à baisser, à peine. « Parce que, » dit Antoine lentement, « je lui devais ça, tout simplement. » Sophie fronça les sourcils, sans comprendre.
dérouté. Mais Antoine n'expliqua pas. Comment aurait-il pu? Il aurait passé pour fou. Lucas fut transféré dans une chambre particulière. Sophie resta à côté du berceau d'hôpital, tenant la petite main de son fils. Antoine resta dans le fauteuil à côté, observant, silencieux. Il était presque 6 heures du matin quand Sophie finit par parler. « Vous devriez rentrer, vous reposer. »« Non, » dit Antoine. « Je vais rester, ici, près de vous. »« Pourquoi ?» Antoine ne répondit pas immédiatement. Il regarda Lucas, le moniteur montrant les signes vitaux se stabilisant. La vie étant sauvée, tout doucement. Parce que cette fois, pensa Antoine, mais ne dit pas à voix haute. Je suis arrivé à temps, je l'ai rattrapé. Sophie, épuisée, finit par s'endormir dans le fauteuil inclinable à côté du berceau. La lumière de l'aube commença à entrer par la fenêtre. Antoine resta éveillé, pensant, se souvenant. Ou serait-ce, se remémorant? C'est alors qu'il vit. Lucas, dormant, avait le petit bras gauche hors de sa couverture et à la cheville, toute petite, une marque de naissance, singulière. Antoine se redressa sur le bord de sa chaise. Son cœur se mit à battre la chamade. De nouveau, la marque avait une forme irrégulière, presque comme un croissant de lune. Et sans penser, sans comprendre d'où venait l'impulsion. Antoine prit son téléphone, ouvrit l'application de notes et dessina la marque, la forme exacte, la position sur la cheville gauche, les détails que ses doigts connaissaient mais que ses yeux n'avaient jamais vus. Quand il eut terminé, il regarda le dessin sur son téléphone, puis la cheville de Lucas. Ils étaient identiques. Il avait dessiné la marque avant de la voir clairement. Avant même. Antoine tremblait. C'était impossible, complètement impossible, à moins qu'il n'ait déjà vu cette marque auparavant, dans une autre vie, quand il soignait un autre bébé, le même bébé. Lucas. Antoine se leva, passa sa main dans ses cheveux. Il avait besoin d'air. Il quitta la chambre, marcha dans les couloirs vides de l'hôpital. L'esprit tourbillonnant, réincarnation, vie passée, âme qui se retrouve. Sottise, superstition, impossible. Mais alors, comment expliquer? Comment expliquer la vision? Comment expliquer connaître le motif de pleurs? Comment expliquer savoir utiliser un stéthoscope qu'il n'avait jamais tenu? Comment expliquer dessiner une marque qu'il n'avait jamais vue? Comment expliquer la certitude profonde, viscérale, qu'il connaissait ce bébé depuis 200 ans? Antoine retourna dans la chambre. Sophie dormait toujours. Lucas aussi. Mais maintenant sa respiration était tranquille. Le moniteur montrait que la fièvre baissait. Enfin, des battements réguliers. Il allait survivre. Cette fois, il allait survivre. Antoine se rassit et, regardant Sophie et Lucas dormir, il murmura les mots qui n'avaient aucun sens, mais qui étaient les seuls vrais. « J'ai promis de te sauver. » Et je l'ai fait. Dehors, la pluie avait cessé. Un nouveau jour commençait. Et Antoine de Valois, homme d'affaires millionnaire de 38 ans, homme de science et de logique, devait faire face à une vérité impossible. Certaines promesses sont trop fortes pour une seule vie, et certaines âmes se retrouvent. Pendant les 3 jours suivants, Antoine ne quitta pas l'hôpital. Sa secrétaire l'appelait avec des rendez-vous urgents, des réunions de direction, des contrats MILLIARDAIRES attendant sa signature. Il annula tout. Pour la première fois en 15 ans de carrière, l'Empire valois passa au second plan, parce qu'il y avait quelque chose de plus important, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qu'il savait au plus profond de son âme, il avait besoin d'être là, près de Lucas, comme si sa présence était nécessaire pour que l'enfant survive. Ce n'est qu'une coïncidence. Antoine se répétait-il chaque fois que la pensée irrationnelle revenait. Tu projettes la perte de Gabriel. Tu vois des motifs là où il n'y en a pas. Les souvenirs de vie passée n'existent pas. La réincarnation est une superstition. Mais alors, Lucas se réveillait
et regardait Antoine. Et dans ce regard, il y avait de la reconnaissance. Un bébé de 9 mois ne devrait pas reconnaître les étrangers de cette façon, ne devrait pas arrêter de pleurer simplement parce qu'Antoine lui tenait la main, ne devrait sourire qu'à lui. Sophie le remarquait. Comment ne le remarquerait-elle pas? « Vous êtes très gentil, monsieur de Valois », dit-elle le matin du 2e jour, alors qu'Antoine revenait avec du café pour elle. « Mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne suis que votre employé de maison. Lucas n'est que... » Elle hésita, comme si elle avait peur d'offenser. « Juste un enfant pauvre. » Antoine s'assit dans le fauteuil à côté du berceau. Il regarda Lucas, dormant paisiblement maintenant, la fièvre enfin maîtrisée. L'antibiotique faisant son effet. « Il n'est pas juste rien, » dit Antoine, la voix plus ferme qu'il ne l'avait voulu. « Il s'arrêta. « Comment expliquer? Il est spécial. » Sophie sourit, les larmes aux yeux. « Pour moi, il est tout. Il n'y a que lui et moi dans le monde. » Son père. Elle hésita. « Il nous a abandonnés quand il a découvert que j'étais enceinte. » Antoine la regarda, vraiment la regarda. Sophie Dubois, 29 ans, employée de maison qui nettoyait 5 maisons par semaine pour subvenir seule aux besoins de son fils. Vivait dans un quartier défavorisé à 2 heures de bus du manoir de Valois, sans famille, sans soutien. Seulement elle et Lucas contre le monde, exactement comme 200 ans auparavant, sauf qu'à l'époque, elle était l'aristocrate, et lui, le pauvre, non. Antoine secoua la tête. « Arrête, c'est de la folie. »« Vous allez bien, monsieur de Valois ?» demanda Sophie, voyant son expression perturbée. « Oui, je suis juste fatigué. » Mensonge. Il n'était pas fatigué. Il était terrifié, parce que les visions devenaient plus fréquentes, plus nettes, plus réelles, cette nuit-là, quand Sophie céda finalement à l'épuisement et dormit profondément pour la première fois depuis des jours. Antoine resta éveillé à observer Lucas. Le bébé bougeait dans son sommeil. De petits sons, mouvements des lèvres comme s'il tétait. Et puis, sans prévenir, la vision revint. Cette fois, elle n'était pas rapide. Elle était lente, détaillée, immersive. Antoine se vit dans une pièce simple, mur de pierre irrégulier, odeur d'herbe médicinale, épaisse bougie de suif éclairant précairement. Il portait des vêtements d'époque, pantalon de lin marron, chemise blanche avec de larges poignets, une blouse par-dessus, tachée de sang et de substances qu'il ne pouvait pas identifier. Et dans ses bras, un bébé, Lucas, ou sa version de 1820, pleurant faiblement, la peau pâle, les lèvres violettes, mourant. À la porte, une femme, Sophie, mais pas la Sophie de 29 ans. Employée, pauvre. Cette Sophie portait une robe bleue brodée d'or, des bijoux au cou, cheveux attachés en une coiffure élaborée, et dans les yeux, le même désespoir. « Faites quelque chose », implorait-elle. « S'il vous plaît, docteur, sauvez mon fils. » Et Antoine, ou qui il était en 1820, regardait le bébé et savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. La fièvre était trop forte. L'infection avait déjà envahi tout le petit corps. Sans les médicaments modernes, sans antibiotiques, sans perfusion. Il n'y avait pas de salut. « Je suis désolé. » Il entendait sa propre voix dire, avec un accent différent, des mots en espagnol ancien. « Cos, il n'y a plus rien que je puisse faire. »« Non, » criait Sophie, « vous devez essayer. Je paierai ce qu'il faut. Or, terre, ce que vous voulez. » Ce n'est pas une question de paiement. Madame Dubois, sa voix, triste, résignée. C'est que la médecine n'en est pas encore là. Nous ne savons pas guérir ce genre de mal. Et puis il voyait le bébé pousser son dernier soupir, voyait Sophie s'effondrer sur le sol de pierre, se voyait lui-même, impuissant, tenant le petit corps sans vie. Voyait, des jours plus tard, les gardes de la famille riche arriver, l'accusant de négligence, d'avoir laissé mourir le fils de l'aristocrate. Il était arrêté, jugé par des gens qui ne comprenaient pas que la médecine avait des limites, condamné. Et la dernière image, la corde au cou, la place publique, Sophie dans la foule, maigre, détruite, les yeux vides,
Et lui, avant que la chaise ne soit frappée, criant « Je reviendrai, je jure que je reviendrai, et la prochaine fois, je le sauverai ». Antoine se réveilla de sa transe avec un cri étouffé. La sueur coulait sur son visage, son cœur battait de façon incontrôlable. Il regarda autour de lui, désorienté. Hôpital, 21e siècle, réalité. Sophie bougea dans son sommeil mais ne se réveilla pas. Lucas continuait de dormir, paisiblement. C'était un souvenir, pas de l'imagination. Pas un rêve, un souvenir. Antoine se leva sur les jambes flageolantes, quitta la pièce, alla dans la salle de bain du couloir, regarda son reflet dans le miroir, son visage, mais pendant une seconde, il en vit un autre. Le même visage, mais plus jeune, avec une barbe plus fournie, des cheveux plus longs, des yeux avec la même profonde tristesse. Il serra le lavabo, essayant de s'ancrer dans la réalité. Mais la réalité glissait, parce que maintenant, il savait, ce n'était pas de la folie, ce n'était pas une projection, ce n'était pas une coïncidence, c'était réel, tout était réel. Il avait vécu avant, en 1820. Comme un médecin pauvre appelé, le nom vint automatiquement, Antoine de Valois. Le même nom, la même âme, soignant le fils de l'aristocrate Sophie Dubois, échouant, étant exécuté, faisant une promesse, et 200 ans plus tard, le voilà, millionnaire cette fois, avec accès à la médecine moderne, avec le pouvoir de payer le meilleur traitement, finalement capable de tenir sa promesse. Sauver Lucas. Que feriez-vous si vous découvriez que vous connaissez quelqu'un depuis 200 ans? Si vous saviez que vous aviez échoué une fois et que le destin vous donnait une seconde chance? Antoine retourna dans la pièce, s'assit, et pour la première fois depuis la mort de Gabriel, il pleura. Pleura pour l'enfant qu'il n'avait pas pu sauver il y a 3 ans. Pleura pour le bébé qu'il n'avait pas pu sauver il y a 200 ans. Et il pleura de soulagement, parce que cette fois, enfin, il y arrivait. Lucas. Non, ce n'est pas possible. Antoine leva les yeux. Sophie était réveillée et le regardait avec une expression étrange, de la peur mêlée à une reconnaissance. « Monsieur de Valois, pourquoi pleurez-vous » Antoine essuya rapidement son visage. « Excusez-moi, des souvenirs, de mon fils, Gabriel. Il avait l'âge de Lucas quand il est mort. » Sophie compléta doucement. « Je sais, j'ai trouvé la photo une fois en faisant le ménage. Je suis désolé. » Silence. Seulement le bip rythmé du moniteur de Lucas. La respiration tranquille du bébé. Et alors Sophie dit quelque chose qui fit s'arrêter le monde d'Antoine. « Vous savez, c'est étrange. Depuis que j'ai commencé à travailler chez vous, je fais des rêves très vifs. Je suis à une autre époque. Je porte des vêtements anciens. Je suis riche. Je vis dans un manoir. Et j'ai un bébé qui tombe malade. Et il y a un médecin. » Elle s'arrêta, regarda Antoine. « Un médecin qui vous ressemble. » Antoine ne parvenait plus à respirer. Sophie continua, la voix tremblante. « Dans le rêve, le bébé meurt. Et j'en tiens le médecin responsable. Et il est tué à cause de moi. Et je passe le reste de ma vie avec la culpabilité. Et quand je meurs, je fais une promesse. Je promets que si nous nous rencontrons de nouveau, je lui ferai confiance. Je le laisserai m'aider. Je vais le laisser sauver votre fils. » Antoine compléta. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Comment savez-vous ça? Parce que je fais les mêmes rêves. » Antoine admit. Seulement du côté du médecin. Silence absolu. Ils se regardèrent, à travers la chambre d'hôpital, à travers 200 ans, à travers 2 vies. C'est de la folie. Sophie murmura. « Je sais, mais c'est réel, n'est-ce pas ?» Antoine regarda Lucas, la marque de naissance en forme de croissant de lune qu'il avait dessinée avant de la voir. Le modèle de pleurs qu'il connaissait sans jamais l'avoir entendu. Les souvenirs qui n'étaient pas les siens, mais qui l'étaient. C'est réel. Et c'est alors que cela se produisit. Sophie se leva, alla vers un petit sac à dos qu'elle avait apporté le 2e jour pour aller chercher des vêtements, l'ouvrit, chercha, et sortit quelque chose. Un papier ancien, jauni,
plié avec soin. Elle l'ouvrit lentement, comme s'il allait se défaire à tout moment. Cela appartenait à mon arrière-grand-mère. Elle me l'a laissé quand elle est morte. Elle a dit que c'était très important, que je devrais toujours le garder. Je n'ai jamais compris pourquoi. Jusqu'à maintenant. Elle tendit le papier à Antoine. Il le prit. Et quand il regarda, le sol disparut. C'était un acte de décès, écrit à la main, en vieux français, daté du 19 mars 1820. Et il disait « Je certifie que le mineur Lucas Dubois, fils de dame Sophie Dubois, est décédé à cette date à l'âge de 9 mois des suites d'une fièvre maligne. » Le traitement administré par le docteur Antoine de Valois s'est avéré insuffisant. Signé Père Étienne Moreau. Antoine lisait et relisait, ses mains tremblaient tellement que le papier vacillait. Les noms, les mêmes noms. Lucas Dubois, Sophie Dubois, Antoine de Valois, 200 ans en arrière, documenté, réel. Où avez-vous trouvé ça? Antoine demanda, la voix rauque. Mon arrière-grand-mère a dit que cela venait de famille, que notre famille était autrefois riche, des aristocrates dans la France d'avant, mais ont tout perdu après qu'une tragédie s'est produite, après que le fils unique de la matriarche soit mort, et après qu'elle ait causé la mort injuste d'un médecin. La famille a été maudite, disait-on, tombée dans la pauvreté, ne s'est jamais rétablie. Sophie avait les larmes aux yeux. Je n'y ai jamais cru. Je pensais que c'était une légende. Mais maintenant, elle regarda Lucas. Maintenant, je vois la même histoire se répéter. Mon fils Lucas, 9 mois, malade avec de la fièvre, et un médecin. Elle regarda Antoine. Non, pas un médecin, un homme d'affaires, mais qui agit comme un médecin, qui connaît des choses qu'il ne devrait pas, qui a le même nom. Antoine tenait le document ancien comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Et c'était le cas. C'était la preuve physique, documentaire, irréfutable, que ce n'était pas de la folie, qu'ils avaient vraiment vécu avant, qu'ils s'étaient rencontrés de nouveau. Et cette fois, l'histoire allait être différente. Sophie, Antoine dit, en se levant, en 1820, j'ai échoué. Lucas est mort. Vous m'avez blâmé. J'ai été exécuté. Nous avons tous les deux vécu et sommes morts avec culpabilité et douleur. Mais maintenant, il regarda le bébé dormant, sain, en train de se rétablir. Maintenant, nous avons une seconde chance pour sauver Lucas. Sophie murmura, pour sauver Lucas. Antoine confirma, et pour nous sauver aussi. Elle se rapprocha, se tint à quelques centimètres de lui, le regarda profondément dans les yeux. Et Antoine vit la même âme, la même femme qui 200 ans auparavant avait imploré de l'aide, qui avait perdu son fils, qui avait causé une mort injuste, qui était morte de chagrin. Je suis désolé. Sophie dit, les larmes coulant, pour ce que je vous ai fait en 1820, pour vous avoir blâmé, pour avoir. Vous souffriez. Antoine interrompit, et je n'ai pas réussi à le sauver. La faute était à moi. Non, la faute n'était à personne. C'était juste. Le destin. Où c'était? Antoine dit, parce que maintenant nous changeons le destin. Ils regardèrent Lucas, le bébé qui dans une autre vie était mort, et qui dans cette vie était vivant, respirant, guérissant, survivant. Et c'est alors que le docteur Dubois entra dans la chambre, souriant. « Bonjour. Je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Les examens d'aujourd'hui montrent une amélioration significative. L'infection répond au traitement. Si cela continue ainsi, Lucas pourra sortir dans 2 jours. » Sophie fondit en larmes de soulagement. Antoine ferma les yeux, la gratitude si intense qu'elle lui faisait mal à la poitrine. Sauvé. Lucas était sauvé. La promesse de 200 ans en arrière avait été tenue. Cet après-midi-là, avec Lucas finalement réveillé, sans fièvre, souriant, Sophie fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit le bébé à Antoine. « Tenez-le, il vous apprécie. » Antoine prit l'enfant. Et Lucas, au lieu d'être effrayé, rit
Un petit rire aigu de bébé heureux, et serra le doigt d'Antoine avec sa petite main, mais forte. Et dans ce contact, Antoine sentit la connexion. À travers le temps, à travers les vies, à travers la promesse accomplie. Bienvenue, Lucas. Antoine murmura, « Cette fois, tu vas grandir. Cette fois, tu vas vivre. » Sophie posa sa tête sur l'épaule d'Antoine, et les trois, unis là dans cette chambre d'hôpital, formaient une image impossible. Une employée de maison, un homme riche, et un bébé qui était mort 200 ans auparavant. Des âmes qui ont transcendé le temps, la classe sociale et la mort. Des âmes qui avaient finalement trouvé le chemin du retour l'une vers l'autre. Et cette fois, rien n'allait les séparer, mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. 2 jours plus tard, exactement comme le docteur Dubois l'avait promis, Lucas reçut son congé. La fièvre avait complètement disparu. Les analyses de sang montraient que l'infection était contrôlée. Le bébé était sain, actif, souriant. Un miracle, dit l'infirmière en remettant les papiers de sortie. Quelques heures de plus et il aurait peut-être été trop tard. Antoine régla tous les frais d'hospitalisation, 52 000 €. Sophie tenta de protester. Elle dit qu'elle rembourserait petit à petit, mais il secoua simplement la tête. « Ça ne se rembourse pas », dit-il. Et alors, sans trop réfléchir, il proposa « Je peux vous déposer. Où habitez-vous » Sophie hésita. Le conflit était visible sur son visage. Accepter encore l'aide de son patron millionnaire? Mais elle était épuisée. Lucas pesait dans ses bras. Le trajet en 3 bus jusqu'à la banlieue avec un bébé qui venait de sortir de l'hôpital serait un calvaire. D'accord, merci. Sur le chemin, Antoine vit. Il vit vraiment. Le contraste brutal entre les deux mondes, son manoir de Valois immense, dans un quartier résidentiel sécurisé et luxueux, et la maison de Sophie. Une bicoque en bois dans une cité, des murs fins, un toit en tôle, un sol en ciment, une pièce qui servait de chambre, de salon et de cuisine, une salle de bain minuscule au fond. Sophie entra avec Lucas, honteuse. « Excusez le désordre, je n'attendais pas de visite. » Antoine regarda autour de lui. Le lit simple où elle et Lucas dormaient ensemble. La cuisinière à 2 feux, le petit réfrigérateur vétuste qui faisait un bruit étrange, les vêtements suspendus à un fil improvisé, et puis il vit le berceau, dans le coin, cassé. Un des pieds était maintenu avec du ruban adhésif, le matelas fin usé, un drap rapiécé. Quelque chose à l'intérieur d'Antoine se brisa pour la 2e fois cette semaine. « Vous ne pouvez pas continuer à vivre ici, » dit-il. Sophie se figea. « Comment ça? Ce n'est pas sûr, ni pour vous, ni pour Lucas. Le toit fuit. Les câbles électriques sont à nu. Il n'y a pas de ventilation adéquate. Si Lucas retombe malade, Monsieur de Valois, » interrompit Sophie, la voix tendue. « Avec tout le respect que je vous dois, c'est chez moi. C'est tout ce que j'ai. Je sais que ce n'est pas un manoir comme le vôtre, mais c'est chez moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Recula Antoine. « Pardon, je veux juste. » Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « Je veux juste aider. » Sophie s'assit sur le lit, Lucas dans les bras. Le bébé jouait avec ses doigts, ignorant la tension. « Pourquoi vous souciez-vous autant de nous ?» demanda Sophie, le regard fixe sur lui. « Je sais que nous avons cette connexion étrange, ces souvenirs. Mais cela ne signifie pas que vous avez une quelconque obligation envers moi. Je peux m'occuper de mon fils seul, je l'ai toujours fait. » Antoine s'assit à côté d'elle sur le lit. Le matelas s'affaissa sous le poids. « En 1820, j'ai échoué. Lucas est mort. Et vous êtes morte de chagrin 1 mois après. Je l'ai vu dans les visions. Je vous ai vu dépérir. Arrêter de manger. Arrêter de vivre. Et je n'ai rien pu faire parce que j'étais déjà mort aussi. » Antoine la regarda. « J'ai passé 200 ans à porter cette culpabilité. Et maintenant que j'ai la chance de faire autrement, vous vous attendez à ce que je retourne simplement à mon manoir et que je fasse comme si de rien n'était ?» Sophie avait les larmes aux yeux. Mais sa voix resta ferme. « J'ai aussi porté la culpabilité pendant 200 ans. La culpabilité d'avoir ordonné qu'on vous tue,
d'avoir été trop orgueilleuse, trop aveugle pour voir que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et quand j'ai réincarné cette fois, j'ai choisi une vie difficile, pauvreté, abandon, lutte, parce que je pensais que je méritais de souffrir. Vous ne méritez pas de souffrir, dit Antoine. Ni vous ne méritiez de mourir, répondit Sophie. Silence. Lucas bâilla, fatigué du voyage. Sophie le déposa dans le berceau cassé. Le bébé s'endormit presque instantanément, épuisé. Et alors Antoine dit quelque chose qui allait tout changer. « Vivez avec moi ». Sophie se retourna si vite qu'elle faillit perdre l'équilibre. « Quoi ?» « Au manoir, il y a des chambres vides. Vous pouvez continuer à travailler si vous voulez. Mais au moins vous aurez un endroit SER. Lucas aura un vrai berceau. Vous ne prendrez plus 3 bus par jour. Et je... » Antoine s'arrêta. « Et je pourrai m'assurer que vous allez bien. Monsieur de Valois, c'est... » « De la folie, compléta Antoine. « Je sais. Mais rien de tout ça n'a de sens depuis le début. N'est-ce pas? 200 ans. Même nom, même histoire. Et cette fois, nous avons la chance de faire autrement. Alors, faisons autrement. » Sophie regarda Lucas. Son fils dormant dans un berceau cassé dans une bicoque où la pluie s'infiltrait quand il pleuvait forte. Et puis elle regarda Antoine, l'homme qui était son patron mais qui était aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer mais qu'elle sentait au fond de son âme. « D'accord, » murmura-t-elle, « mais à une condition. Je reste votre employé, je travaille, je nettoie, je n'accepte pas la charité. » Marché conclu. Ils déménagèrent 3 jours plus tard. Antoine s'occupa de tout. Meubles, nouveaux berceaux, vêtements, tout ce dont Lucas avait besoin. Sophie s'installa dans une chambre au 2e étage, près de celle qui avait été celle de Gabriel. Antoine, au 3e étage, dans la chambre principale. Pendant les premières semaines, ce fut étrange, formel. Sophie se levait tôt, nettoyait la maison, s'occupait de Lucas. Antoine partait au travail, rentrait tard. Ils dînaient ensemble parfois, parlant de trivialités, le temps, les clients d'Antoine, le développement de Lucas. Mais la nuit, quand la maison était silencieuse, les visions revenaient. Antoine rêvait de 1820. Il voyait des fragments, des souvenirs. La première fois que Sophie apparut dans sa clinique, enceinte, demandant des soins prénataux parce que les médecins riches refusaient une aristocrate célibataire. Il s'occupant d'elle pendant des mois. Le bébé naissant, Lucas, sain et magnifique. Sophie revenant toujours, disant qu'elle ne faisait confiance qu'au docteur de Valois. Et puis la fièvre, la maladie, les 3 jours à essayer de sauver l'enfant. Le désespoir, l'échec, la mort, l'accusation, l'emprisonnement, la sentence, la corde. Antoine se réveillait en sueur, tremblant, et il entendait Lucas pleurer dans la chambre à côté. Et il y allait. Sophie était toujours déjà réveillée, allaitant le bébé, fredonnant une berceuse qu'Antoine reconnaissait, parce qu'elle chantait la même chanson 200 ans auparavant. « Vous avez aussi les visions ?» demanda Sophie un soir, quand elle réalisa qu'Antoine n'était pas surpris de la voir éveillée. « Chaque nuit. Moi aussi. Ça devient plus fort, plus clair, comme si... » Elle s'arrêta. « Comme si nous nous souvenions complètement, » compléta Antoine. Lucas termina de téter et s'endormit. Sophie le déposa dans le berceau et le recouvrit d'une couverture douce, si différent du berceau cassé d'avant. Elle s'assit sur la chaise à bascule à côté. Antoine s'appuya sur le chambranle de la porte. « Vous vous souvenez de la fin ?» demanda Sophie, la voix basse. « De comment vous êtes mort ? Je me souviens. Pendaison, sur la place principale, avec une foule qui regardait, et vous étiez là. »« J'y étais, » confirma Sophie, des larmes silencieuses coulant. « Au premier rang, parce que la loi disait que la famille de la victime devait assister à l'exécution, et j'ai dû rester là et vous voir mourir par ma faute. Ce n'était pas votre faute. Si, je vous ai accusé. J'ai dit aux autorités que vous aviez tué mon fils par négligence,
que vous n'étiez pas un vrai médecin, que vous étiez un charlatan. Tout était faux. Je savais que vous aviez fait tout ce que vous pouviez. Mais j'étais folle de douleur et j'avais besoin de blâmer quelqu'un. Et j'ai accepté, dit Antoine, dans mes visions. Je me souviens. Lorsqu'on m'a demandé si j'avais quelque chose à dire pour ma défense, j'ai répondu que non. Parce que je me blâmais aussi, parce que je pensais que je méritais de mourir. Les deux restèrent silencieux. Deux âmes portant 200 ans de culpabilité, 200 ans de regrets, 200 ans à chercher la rédemption. Et puis, Lucas fit un petit bruit dans son sommeil, un léger soupir, et sourit. Sophie et Antoine le regardèrent. Ce bébé, qui dans une autre vie était mort, et qui dans cette vie était vivant, en bonne santé, grandissant. « Nous avons réussi », murmura Sophie. « Nous avons changé le destin. » Antoine acquiesça, mais posa ensuite une question qui le hantait depuis le début. « Et maintenant ? Maintenant que la promesse est tenue, maintenant que Lucas est sauvé, qu'advient-il de nous ?» Sophie le regarda, et au fond de ses yeux châtain vert, Antoine vit la même question, le même doute, la même peur, parce que la vérité, c'est qu'il n'était pas seulement médecin et patiente, pas seulement patron et employé de maison, pas seulement deux personnes qui partageaient d'étranges souvenirs. Ils étaient des âmes connectées à travers les siècles. Et ce que cela signifiait dans le présent, dans le monde réel, aucun des deux ne le savait. Certaines personnes vont faire une pause ici, vont avoir besoin d'un moment pour assimiler, parce que ce qui va suivre n'est pas seulement une révélation, c'est une transformation. C'était 2 mois après la sortie de Lucas de l'hôpital Saint-Luc que cela arriva. Antoine était dans son bureau à la maison, travaillant tard. Sophie avait couché Lucas et était dans la cuisine, préparant une tisane. La routine s'était installée, confortable, familiale, presque comme une vraie famille, sauf qu'ils n'étaient pas une famille. Ils étaient un millionnaire solitaire, une employée de maison modeste et un bébé, rien de plus. Où était-ce le cas? Antoine enregistra le document sur son ordinateur et s'étira. Il regarda l'heure, minuit. Il devrait dormir, mais il n'y arrivait pas. Parce que chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Sophie, pas la Sophie de 1820, la Sophie d'aujourd'hui, souriant en jouant avec Lucas, fredonnant en cuisinant, assise dans le jardin, lisant un livre qu'Antoine lui avait prêté. Il tombait amoureux. Ou serait-ce retombait amoureux? Parce que les visions le montraient qu'en 1820, ce n'était pas seulement une relation médecin-patiente, c'était plus. Sophie, aristocrate célibataire, rejetée par la société pour être tombée enceinte hors mariage, avait trouvé en Antoine non seulement un médecin, mais un ami, un confident, et peut-être quelque chose de plus. Et Antoine, médecin modeste, qui soignait les laissés-pour-compte de la société, avait trouvé en Sophie quelqu'un qui le voyait comme un égal, pas comme un inférieur en raison de sa classe sociale, mais comme un être humain, comme un homme. Il ne l'avait jamais admis. Les barrières sociales étaient trop hautes. Riches et pauvres ne se mélangeaient pas dans la France du XIXe siècle, mais le sentiment était là, non dit, non réalisé, mais réel. Et maintenant, 200 ans plus tard, avec les barrières toujours présentes, mais différentes, le sentiment revenait. Antoine descendit à la cuisine. Sophie était là, comme il l'avait imaginé. Une tasse de tisane à la camomille à la main, regardant par la fenêtre, le jardin illuminé. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Antoine. Sophie se retourna, sans sursauter, comme si elle s'attendait à ce qu'il vienne. « Je n'y arrive jamais, dernièrement. Les visions sont tellement intenses que j'ai peur de dormir. Moi aussi. » Antoine prit une tasse et se servit une tisane, s'assit sur l'îlot de la cuisine. Sophie s'assit à côté. Et puis, sans prévenir, la vision vint. Mais cette fois, ce n'était pas seulement pour Antoine, c'était pour les deux. Simultané, partagé, ils virent ensemble la chambre en pierre, 1820,
mais pas la partie de la maladie. Pas la partie de la mort, un souvenir différent. Sophie, enceinte de 8 mois, pleurant. Antoine tenant ses mains, la calmant, lui disant que tout allait bien se passer, qu'il prendrait soin d'elle et du bébé, que peu importait ce que la société disait, qu'elle n'était pas seule, et Sophie le regardant avec gratitude, avec affection, avec quelque chose de plus profond, et murmurant comme j'aimerais vous avoir rencontré dans une autre vie, où il n'y aurait pas de barrière, où je pourrais. Elle ne termina pas la phrase, mais Antoine comprit et répondit « Dans une autre vie, je vous retrouverai. Et cette fois, il n'y aura pas de barrière. Cette fois, nous allons. » La vision se dissipa. Antoine et Sophie revinrent au présent, à la cuisine moderne, à la tisane qui refroidissait, au silence pesant. « Tu as vu ?» murmura Sophie. « Oui, c'était de l'amour. En 1820, nous nous aimions, » compléta Antoine. « Mais nous n'avons jamais pu l'admettre. Les barrières sociales, la peur. Et puis Lucas est mort et tout s'est terminé avant de commencer. » Sophie prit la main d'Antoine. Les doigts entrelacés semblaient s'emboîter parfaitement, comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. « Et maintenant ?» demanda Sophie, les yeux brillants de larmes. « Maintenant que nous nous souvenons, maintenant que nous savons. » Antoine regarda les mains jointes, la femme à ses côtés, la vérité impossible qui ne pouvait plus être niée. « Maintenant, » dit-il lentement, « nous faisons ce que nous n'avons pas pu faire en 1820. » Et il se pencha et l'embrassa. Le baiser fut doux, hésitant au début, comme s'ils demandèrent la permission, non seulement l'un à l'autre, mais au destin. Autant, aux 200 ans qui les séparèrent, et puis il s'intensifia, et tout prit son sens, les visions, les souvenirs, la connexion inexplicable. Il ne s'agissait pas seulement de Lucas, il ne s'est jamais agi seulement de sauver un bébé. Il s'agissait de 2 amants séparés tragiquement, qui avaient promis de se retrouver, qui s'étaient réincarnés avec les mêmes noms, les mêmes âmes, la même histoire. Mais cette fois, avec la chance de finir différemment. Quand ils se séparèrent, ils pleuraient tous les deux. « Je t'aime », dit Sophie. Je ne sais pas si c'est de la folie de dire ça. Je ne sais pas si ce n'est que le souvenir d'une autre vie, ou un sentiment de cette vie. « Mais je t'aime. »« Moi aussi, » répondit Antoine. « Je crois que je t'ai toujours aimé, 200 ans à te chercher. Et quand je t'ai vu à la porte, ce soir-là, avec Lucas, j'ai su que tu étais revenu. » Ils s'étreignirent, là, dans la cuisine illuminée. 2 âmes enfin réunies, enfin libres d'aimer sans barrière. Parce que même si Antoine était riche et Sophie modeste, cette fois, ils étaient maîtres de leur propre choix. Cette fois, personne ne pourrait les séparer. Sauf que le téléphone d'Antoine sonna, en pleine nuit. Qui pouvait appeler à cette heure? Il regarda l'écran. Numéro inconnu. Il décrocha. « Allô ?» La voix à l'autre bout était masculine, jeune, agressive. « Vous êtes bien Antoine de Valois, le millionnaire qui est avec Sophie ?» Antoine fronça les sourcils. « Qui êtes-vous ?»« Je suis Jean, le père de Lucas, et je viens chercher ce qui m'appartient. » La communication coupa, et Antoine sentit son sang se glacer. Jean, l'homme qui a abandonné Sophie enceinte, qui n'a jamais voulu savoir de son fils, qui a disparu quand Lucas est né, et maintenant il revenait. Pourquoi? Sophie était devenue pâle. Elle avait entendu. Le téléphone était sur haut-parleur. « Il ne peut pas emmener Lucas, » murmura-t-elle, la panique montant. « Il n'a jamais voulu savoir de lui. Il n'en a pas le droit. Il ne l'aura pas, » avait promis Antoine. « Je ne laisserai pas faire. » Mais cette nuit-là, alors que Sophie dormait d'un sommeil agité et que Lucas se reposait, ignorant le danger, Antoine fit des recherches. Kevin Lemaire, 28 ans. Casier judiciaire bien rempli. Trafic de stupéfiants. Vol. Violence conjugale. Et il était sorti de prison récemment. Et apparemment,
Il avait découvert que Sophie vivait maintenant dans un manoir de milliardaires. Et là où il y a un milliardaire, il y a de l'argent. Et Kevin voulait de l'argent. Il ne s'agissait pas de récupérer son fils. Il s'agissait d'extorsion. Antoine passa la nuit à échafauder des plans. Avocat, garde légale, protection. Il utiliserait toutes les ressources à sa disposition pour protéger Sophie et Lucas. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la promesse faite 200 ans auparavant. Il s'agissait du présent. Il s'agissait de la famille qu'ils étaient en train de construire. Il s'agissait de l'amour qu'ils avaient enfin pu s'avouer. Et personne ne détruirait ça. Le lendemain matin, Kevin se présenta devant le manoir de Valois. Grand, tatouage sur le bras, regard froid, exigeant de voir son fils. Antoine répondit. Sophie resta à l'étage avec Lucas, comme convenu. « Que voulez-vous, Kevin ? Je veux mon fils. Et ma femme. Sophie n'est pas votre femme. Vous l'avez abandonnée. Et Lucas ne sait pas qui vous êtes. Je suis le père. J'ai des droits auxquels vous avez renoncé quand vous êtes parti. » Kevin fit un pas menaçant. « Écoute, le riche, je sais comment ça marche. Tu veux jouer à la famille heureuse avec ce qui m'appartient? Mais ça va coûter cher, très cher. » Alors c'était ça, du chantage. « Combien voulez-vous » Kevin sourit. Un sourire sans humour. 100 000 euros. Aujourd'hui, et je disparais. Antoine pouvait payer. 100 000 euros, ce n'était rien pour lui. Mais il savait que ça ne résoudrait rien. Kevin reviendrait, demanderait plus, et encore plus. Non. Kevin s'énerva. Comment ? J'ai dit non. Vous ne gagnerez pas un sou. Et vous n'approcherez ni Sophie, ni Lucas. J'ai déjà déposé une demande d'ordonnance restrictive. La procédure est en cours. Si vous vous approchez à moins de 100 mètres d'eux, vous retournerez en prison. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, je le peux. Et je l'ai fait. Antoine croisa les bras. Vous avez deux options. Partir maintenant et ne plus jamais revenir. Ou être arrêté pour extorsion, menace et tentative d'enlèvement. Choisissez. Kevin serra les poings. Pendant un instant, Antoine crut qu'il allait attaquer. Mais l'homme cracha alors par terre et tourna le dos. « Ce n'est pas fini !» cria-t-il en montant dans sa vieille voiture et en démarrant en trombe. Antoine ferma la porte, monta à l'étage. Trouva Sophie à la fenêtre de la chambre, tenant Lucas, tremblant. « Il est parti !» dit Antoine. « Et il ne reviendra pas. Je vous le garantis. » Sophie s'effondra. Antoine la serra dans ses bras. Les serra tous les deux, mère et fils, sa famille, et jura en silence qu'il ne laisserait jamais, jamais rien de mauvais leur arriver, parce qu'en 1820, il n'avait pas eu le pouvoir de les protéger, mais maintenant, il l'avait. Et il utiliserait jusqu'à la dernière goutte de ce pouvoir. Quelques jours plus tard, l'ordonnance restrictive fut accordée. Kevin ne pouvait pas approcher. Et comme il avait des antécédents judiciaires, toute violation entraînerait son arrestation immédiate. Il ne réapparut plus jamais. Et lentement, Sophie recommença à respirer, à sourire, à croire qu'elle était en sécurité. Et la famille improbable, impossible, merveilleuse qu'ils avaient formée commença à grandir. 6 mois passèrent. Lucas avait 15 mois maintenant. Il marchait, disait quelques mots, riait constamment. Un enfant sain, heureux, aimé. Antoine et Sophie ne cachaient plus leur relation. Il n'y avait plus de raison de se cacher. Les employés du manoir savaient, les amis d'Antoine savaient, et personne ne remettait ça en question, parce que quiconque les voyait tous les trois ensemble comprenait. Il y avait quelque chose de spécial là, quelque chose qui transcendait les explications rationnelles. C'est un samedi après-midi que la dernière pièce du puzzle impossible se mit en place. Antoine était dans le grenier du manoir. La maison avait plus de 100 ans. Elle appartenait à sa famille depuis son arrière-grand-père. Et le grenier, un endroit qu'Antoine visitait rarement, était rempli de coffres anciens, de meubles recouverts de draps, de documents de famille. Il cherchait les papiers du testament de son arrière-grand-père. Il en avait besoin pour une procédure successorale tardive, mais en ouvrant un coffre spécifique, en bois sombre avec des serrures en bronze,
il trouva quelque chose qui arrêta le temps. Une boîte. Plus petite, en bois de cèdre, avec des sculptures délicates et une inscription sur le couvercle, en espagnol ancien. Propriété du docteur Ricardo Montellano, 1820. Les mains d'Antoine tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur, soigneusement conservé, il y avait des objets datant d'il y a 200 ans. Un stéthoscope primitif en bois, un journal intime avec une couverture en cuir, et des portraits. 3 portraits miniatures peints à la main du genre que les aristocrates commandaient au XIXe siècle. Antoine prit les portraits avec soin, et quand il regarda, le monde bascula. Le premier portrait montrait un homme, 30 ans peut-être. Cheveux sombres, barbe soignée, yeux profonds, et bien que la technique de peinture fût différente, bien que 200 ans séparent les images, Antoine reconnut, c'était lui. Ou plutôt, c'était qui il était en 1820. Le deuxième portrait était celui d'une femme, belle, robe bleue brodée, bijoux au cou, cheveux relevés en une coiffure élaborée, immenses yeux marron-vert, Sophie, la Sophie de 1820. Et le troisième portrait, le plus petit, un bébé, 9 mois peut-être, vêtements de baptême blanc. Et à la cheville gauche, peint avec des détails précis, une marque de naissance en forme de croissant de lune. Lucas. Antoine s'assit sur le plancher poussiéreux du grenier, les portraits dans les mains, pleurant. La preuve définitive. La preuve visuelle, documentaire, irréfutable. Ils avaient réellement existé. 200 ans auparavant. Dans la même maison où Antoine vivait maintenant. Avec les mêmes visages. Les mêmes âmes. Et alors il ouvrit le journal. Les pages jaunies se cassaient sur les bords. L'écriture était cursive ancienne, difficile à lire. Mais il réussit. Et lut. 19 mars 1820. Aujourd'hui fut le pire jour de ma vie. Lucas, le fils de Madame Sophie, est décédé dans mes bras. 3 jours à lutter contre la fièvre maligne. 3 jours sans dormir, à essayer tout ce que la médecine connaît. Et j'ai échoué, il est mort. Et j'ai vu la lumière s'éteindre dans les yeux de Sophie. Elle me blâme, et elle a raison. J'aurais dû le sauver, mais je n'ai pas réussi. Et maintenant, je crains qu'ils ne viennent me chercher, parce que lorsque les riches perdent leurs enfants, les pauvres perdent le prix. Antoine tourna les pages. D'autres entrées, et plus de désespoir. 20 mars 1820. Les gardes sont venus. J'ai été accusé de négligence médicale. Je serai jugé demain. Je sais que je serai condamné. Non pas parce que je suis coupable, mais parce que je suis pauvre et qu'elle est riche. C'est ainsi que fonctionne le monde. Mais avant de mourir, je dois écrire la vérité. J'aimais Sophie. Depuis la première fois qu'elle est entrée dans ma clinique, enceinte, effrayée, rejetée par le monde, j'ai aimé. Et j'ai aimé Lucas comme s'il était mon fils. Et je referai tout, même en sachant que cela se terminerait ainsi. Et la dernière entrée. Écrite d'une écriture tremblante. 21 mars 1820. Demain, je serai pendu. J'ai passé la nuit à prier, pas pour le salut, mais pour une seconde chance. Je promets aux cieux, si la réincarnation existe, si les âmes reviennent réellement, je les retrouverai, Sophie et Lucas, je les retrouverai dans une autre vie, et cette fois, je les sauverai. Cette fois, je ne faillirai pas. Je le jure sur mon dernier souffle, je reviendrai, et je ferai différemment. Antoine ferma le journal. Les larmes mouillaient les pages anciennes. Il avait fait la promesse, 200 ans plus tôt, écrite de sa propre main. La promesse de revenir, de sauver, de faire différemment. Et il avait tenu sa promesse. « Sophie !» Antoine cria. En descendant les escaliers du grenier en courant, la boîte de cèdre dans les bras, elle était dans le salon, jouant avec Lucas. Le bébé construisait une tour avec des blocs colorés. Qu'est-ce qui se passe? Sophie demanda, alarmée par son état. Antoine posa la boîte sur la table basse, l'ouvrit, montra les portraits. Sophie resta sans voix. Elle prit son portrait, ou plutôt, celui de sa version de 1820. Ses doigts tremblaient. « C'est moi, c'était vous. » Antoine corrigea. « En 1820. Je l'ai trouvé dans le grenier. Cette maison appartient à ma famille depuis des générations.
Et apparemment, le docteur Antoine de Valois de 1820 vivait ici. C'était mon arrière-grand-père. Ou plutôt, il s'arrêta. Ou plutôt, c'était moi dans une autre vie. Sophie prit le portrait d'Antoine, puis celui de Lucas. Les larmes coulaient librement. Nous sommes réellement sur les mêmes photos, 200 ans plus tôt, en famille. Antoine montra le journal. Lys, la dernière entrée. Sophie lut, et quand elle arriva à la promesse, elle s'effondra. Antoine la soutint, la serra contre lui, ainsi que Lucas, qui avait arrêté de jouer et regardait ses parents avec une préoccupation infantile. « Tu as tenu ta promesse. » Sophie sanglota. « La promesse. Tu es revenu. Tu nous as trouvés. Tu l'as sauvé. Tout ce que tu avais promis, tu l'as fait. Nous l'avons fait. » Antoine corrigea. « Parce que toi aussi, tu as promis. Tu as promis de me faire confiance cette fois. Et tu as fait confiance. Quand tu es apparu à ma porte ce soir-là avec Lucas malade, tu as fait confiance, même sans savoir pourquoi, même sans comprendre. Tu m'as confié ton fils, et je l'ai sauvé. » Ils restèrent enlacés pendant de longues minutes. Lucas, sans comprendre, mais sentant l'émotion, serra les jambes des deux. Et alors, Antoine fit quelque chose qu'il planifiait depuis des semaines. Il s'agenouilla, sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrit. Une bague de diamants brillait. Sophie Dubois, en 1820. « Je t'aimais, mais je ne pouvais pas être avec toi. Les barrières sociales étaient trop fortes. Et nous avons tout perdu avant de commencer. Mais maintenant, 200 ans plus tard, il n'y a plus de barrières que je ne puisse abattre. Il n'y a pas de destin que je ne puisse changer. Il n'y a pas de promesse que je ne tiendrai pas. » Antoine respira profondément. « Épouse-moi, cette fois, pour toujours, dans cette vie et dans toutes celles à venir. » Sophie couvrit sa bouche avec ses mains, des larmes de joie maintenant. « Oui, oui, 1000 fois, oui. » Antoine passa la bague à son doigt. Et quand ils se relevèrent, Lucas applaudit, comme s'il savait, comme si l'âme ancienne à l'intérieur de ce petit corps comprenait que, finalement, enfin, la famille était complète. Cette histoire ne devrait pas exister, mais elle doit être racontée, parce que certaines connexions transcendent la mort, le temps et toutes les lois de la logique. Ils se marièrent 2 mois plus tard, cérémonie intime. Seulement les amis proches et les employés de maison. Mais quand Antoine dit oui et que Sophie dit oui, quelque chose dans l'air changea, comme si l'univers soupirait de soulagement, comme si une dette cosmique de 200 ans avait finalement été payée. La nuit de noces. Allongés ensemble pour la première fois comme mari et femme. Sophie murmura « Tu crois que les visions vont s'arrêter maintenant ?» Antoine réfléchit. Les visions avaient diminué ces dernières semaines, moins fréquentes, moins intenses, comme si, avec la promesse tenue et l'amour réalisé, elles n'étaient plus nécessaires. Je crois que oui. Je crois que le passé peut enfin se reposer. Et Lucas, tu crois qu'il se souvient? Qu'il sait? Antoine regarda dans la chambre à côté, où le bébé dormait. Je ne sais pas. Peut-être qu'il oubliera en grandissant, ou peut-être qu'il gardera ça au fond de son âme. Mais une chose que je sais, dans cette vie, il va grandir. Il aura un père et une mère. Il sera aimé. Il aura toutes les chances qu'il n'a pas eues en 1820. Et nous, Sophie dit, nous aurons toutes les chances que nous n'avons pas eues. Exactement. Ils dormirent enlacés. Et pour la première fois depuis des mois, il n'y eut pas de vision. Il n'y eut pas de cauchemar. Seulement la paix, profonde et méritée. 3 ans passèrent. Lucas avait 4 ans maintenant. Un enfant éveillé, joyeux, curieux. Il ne se souvenait pas de la maladie. Il ne se souvenait pas de l'hôpital. Pour lui, Antoine a toujours été papa. Sophie a toujours été maman. Et le manoir de Valois a toujours été la maison. Antoine et Sophie eurent un autre enfant, une fille, Chloé. Et cette fois, il n'y eut pas de complications, aucune maladie, aucune frayeur, seulement la joie.
La marque de naissance de Lucas commença à disparaître, peu à peu, année après année. Le croissant de lune sur la cheville devenait plus clair, plus faible, jusqu'à presque disparaître, comme si, avec la promesse tenue, elle n'était plus nécessaire. Mais Antoine et Sophie gardèrent les portraits, gardèrent le journal, gardèrent l'acte de décès de 1820, preuve d'une vie passée, d'un amour qui transcende le temps, d'une promesse qui a mis 200 ans à être tenue, et parfois, lors de nuits spéciales, quand les enfants dormaient, ils prenaient la boîte de cèdre, regardaient les visages de ceux qu'ils ont été, et remercièrent de s'être retrouvés, d'avoir eu une seconde chance, d'avoir changé le destin, lors d'une de ces nuits. Sophie demanda, « Tu crois qu'on va se retrouver encore? Dans 200 ans? Dans une autre vie ?» Antoine sourit, serra la main de Sophie, l'alliance de mariage brillant. « Je ne sais pas si la réincarnation existe. Je ne sais pas si nous reviendrons. Mais si nous revenons, je te chercherai, dans chaque vie, à chaque époque, dans chaque endroit, parce que certaines âmes sont faites pour être ensemble. Et la mienne reconnaît la tienne, l'a toujours reconnue, la reconnaîtra toujours. » Sophie embrassa son mari, et dans ce baiser, il y avait de la gratitude, pour la seconde chance, pour l'amour réalisé, pour la famille qu'ils avaient construite, et pour Lucas. Lucas qui en 1820 mourut à 9 mois, et qui en 2025 était vivant, en bonne santé, dormant dans la chambre à côté, preuve vivante que les promesses peuvent être tenues, que l'amour est plus fort que la mort, que certaines histoires ne se terminent pas, elles ne font que recommencer. Alors si vous avez déjà senti que vous connaissiez quelqu'un depuis toujours, si vous avez déjà regardé une personne et ressenti une reconnaissance profonde et inexplicable, si vous avez déjà eu la sensation d'avoir vécu avant, aimé avant, promis avant, peut-être que ce n'est pas de la folie, peut-être que c'est la mémoire de qui vous avez été, de qui vous avez aimé, des promesses que vous devez encore tenir. Parce que si Antoine de Valois a pu attendre 200 ans pour sauver Lucas, si Sophie Dubois a pu porter la culpabilité à travers des vies entières, si deux amants ont pu se retrouver, avec les mêmes noms, dans les mêmes âmes, dans la même maison, alors rien n'est impossible, pas même l'amour éternel. Antoine serra plus fort Sophie contre lui cette nuit-là, et murmura contre ses cheveux les mots qu'il avait écrits 200 ans auparavant. « J'ai promis que je reviendrai, et je suis revenu. J'ai promis que je te retrouverai, et je t'ai retrouvé. J'ai promis que je le sauverai, et je l'ai sauvé. Et maintenant je le promets de nouveau, que rien, ni la mort, ni le temps, ni le destin, ne nous séparera, plus jamais. » Et cette fois, contrairement à 1820, il saurait pour toujours. Lucas se réveilla au milieu de la nuit, sans pleurer, juste réveillé. Il descendit du lit et marcha jusqu'à la chambre de ses parents. La porte était entrebâillée. « Maman? Papa ?» Antoine se réveilla le premier. « Viens ici, champion. Tout va bien ?» Lucas grimpa sur le lit, se blottit entre ses parents. Sophie se réveilla et embrassa son fils. « J'ai fait un rêve, » dit Lucas, la voix enfantine endormie. « Tu as rêvé de quoi, mon amour ?» demanda Sophie. « J'ai rêvé que j'étais bébé à nouveau, et que j'étais malade, et que j'avais peur. Mais ensuite, tu es apparu, papa, et tu m'as serré dans tes bras, et j'ai su que tout irait bien, parce que tu me sauves toujours. » Antoine sentit un nœud dans sa gorge. « Toujours, mon fils, je te sauverai toujours. » Lucas bâilla et ferma les yeux, dormant entre ses parents. Et Antoine et Sophie se regardèrent par-dessus la petite tête du garçon. « Il se souvient, » murmura Sophie. « Peut-être, ou peut-être que c'est juste un rêve. De toute façon, c'est juste. » Antoine embrassa le front de son fils. « Je vais toujours le sauver. Je l'ai promis il y a 200 ans, et je continuerai à le promettre. Dans cette vie, et dans toutes les prochaines, la lumière de la lune entrait par la fenêtre, illuminant les trois. Père, mère et fils, famille, âme connectée à travers le temps,
promesse tenue, amour triomphant. Et là dehors, dans la ville qui continuait de vivre même la nuit, d'autres histoires se déroulaient, d'autres promesses étaient faites, d'autres âmes se cherchaient à travers le temps. Parce que l'amour véritable ne meurt jamais. Il attend simplement. Il attend la prochaine vie, la prochaine rencontre, la prochaine chance de faire différemment. Et quand deux âmes qui s'aiment vraiment se retrouvent, rien ne peut les empêcher, ni la mort, ni 200 ans, ni toutes les barrières du monde. Elles se reconnaissent simplement et recommencent, comme Antoine et Sophie ont recommencé, comme Lucas a survécu, comme une promesse de 1820 a été tenue en 2025, et comme l'amour, vrai et éternel, trouve toujours un chemin de retour à la maison.